Bonjour à tous, merci d'être présents à cette journée d'études intitulée Poétique de l'anthropophagie à la croisée des arts, transfert, intertextualité et traduction des gestes anthropophages, qui se tient aujourd'hui donc à l'université Rennes 2. Cette journée d'études est le résultat et le fruit d'un travail mené depuis déjà 2021, lorsque nous avons commencé à monter le projet du colloque Le modernisme 100 ans après, qui a donc résulté un modernisme brésilien 100 ans après, qui a donné ce résultat de deux publications de deux livres, un en français et un en portugais. Suite à quoi nous avons mené des activités au sein du projet L'anthropophagie, un paradigme culturel en devenir, approche transatlantique, mené par les collègues du département d'art plastique et par moi-même du laboratoire Érémite. Et donc, ce projet a été impulsé par le colloque international, je vous le disais, le modernisme brésilien 100 ans après, circulation, dialogue transatlantique, héritage et relecture, qui s'est tenu à Rennes le 8, 9 et 10 juin 2022. Donc l'objectif ici, c'est de renforcer la collaboration entre chercheurs de diverses universités et institutions et également de champs disciplinaires différents et variés. Donc pour croiser ces points de vue, on propose aujourd'hui cette journée afin de repenser encore le modernisme et notamment en particulier l'anthropophagie. Donc, nous avons des invités qui sont venus aussi bien du Brésil, de la Federal Fluminense, que de l'Université de Pau ou encore de l'Université de Rennes 2, ici même, ou bien de l'Université Paris-Sorbonne. Et je demande tout de suite, je m'excuse auprès d'Alberto, sur lequel j'ai mis le programme qu'il appartenait à Paris-Nanterre, c'est faux. Notre collègue Alberto est de l'Université Paris-Sorbonne. Donc voilà, j'ai sur le programme. Donc nous allons pouvoir commencer à écouter toutes ces communications très intéressantes, à commencer donc par le professeur José Luis Jobim, qui fera cette conférence d'ouverture. Et qui donc nous vient directement de l'Université Federal Fluminense. José Luis Jobim, qui est professeur titulaire à cette université, ex-président de l'Association brésilienne de littérature comparée et chercheur au CNPq et à la FAPERJ. Ses publications les plus récentes dans des revues et des livres: North-South Comparatism, New Worldism, Theories of Light and Acclimatization, paru en 2022. The Geopolitics of Comparing and Representing the Other, paru en 2021. Literatura Comparada e Literatura Brasileira, paru en 2020. Il a été professeur invité à l'Universidad de la República en Uruguay et professeur de la chaire des Amériques, ici même à Rennes 2, ainsi que l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Il est membre du Board of Advisor and Seminar Leader of Institute for World Literature de Harvard. Il est chercheur du projet Princi UFI. Aujourd'hui, José Luis Jobim nous présente une conférence qui s'intitule « Le cannibalisme, une appropriation culturelle de Caliban au manifeste anthropophage ». Je te laisse donc la parole, Jobim, et je te remercie beaucoup de ta présence ici de cette journée. Merci Mireille, c'est un grand plaisir de revenir ici à Rennes. C'est toujours un grand plaisir. Je vais parler sur le cannibalisme, une appropriation culturelle de Caliban au manifeste anthropophage. Dans la circulation littéraire et culturelle entre les Amériques et l'Europe, l'anthropophagie a joué différents rôles selon les époques. Nous présenterons synthétiquement l'appropriation de la figure du cannibale en deux temps. Tout d'abord, nous verrons comment cette figure se structure autour du personnage de Caliban, acteur secondaire qui devient un personnage principal de l'essayisme latino-américain dans sa relation avec les autres personnages de La Tempête, The Tempest, sur le circuit Europe-Amérique. Dans un second temps, nous aborderons brièvement la reprise de l'anthropophagie par Oswald de Andrade dans le Manifeste anthropophage 1928, comme une sortie de théorie de l'appropriation créative de l'apport de l'autre.
Et nous commencerons par l'anthropophagie dans le Nouveau Monde. L'anthropophagie, les anthropophages ont très tôt fait naître la peur dans l'imagination des Européens. Dans la première décennie du XVIe siècle, un Italien vivant en Espagne, Pietro Martiri d'Anghiera, décrivait déjà le danger de cannibales du Nouveau Monde. Selon d'Anghiera, en débarquant aux Amériques, les Espagnols auraient été pris par des habitants d'Hispaniola. C'est une petite île qui aujourd'hui est la République dominicaine et l'Haïti. Pour des peuples féroces, des monstres qui se nourrissaient de chair humaine. Pietro d'Anghiera est passé à la postérité comme l'une des sources de Shakespeare pour la création du personnage de Caliban. Caliban, c'est un anagramme de cannibal dans la tempête de Tempest. Une autre source bien connue fut Montaigne. Ce n'est pas un hasard si Montaigne commence le chapitre intitulé Des cannibales de ses essais en rappelant que le grec traitait toutes les nations étrangères de barbares. À l'encontre d'un contexte où les convictions religieuses généraient vérité et certitude prétendant une validité universelle, Montaigne anticipe une sorte de perspectivisme qui ne serait plus densément configuré qu'à partir du XIXe siècle. Bien avant ce siècle, le penseur français présentait l'idée que les jugements portés sur les actions humaines et la réalité sont victimes de vérité et de certitude du contexte dans lequel ils sont formulés. Ceux qui sont considérés barbares dans un contexte peuvent ne pas être dans un autre ou d'autres vérités et certitudes justifieront leurs actions. Dans les titres de ces chapitres des cannibales, Montaigne évoque des hommes non européens dont la pratique anthropophagique était considérée barbare. Cette pratique sera utilisée comme argument par les conquérants pour que ces hommes soient considérés comme des bêtes, ça veut dire non humaines par conséquent, et puissent donc être tués ou réduits en esclavage à juste titre. En fait, Montaigne n'a pas été premier à aborder le cannibalisme. Parmi les auteurs de langue française avant lui, André Thévé et Jean de Léry avaient déjà traité du cannibalisme chez les Tupinambas, et Montaigne les avait lus, mais ils n'étaient pas le seul informateur sur le Brésil. L'un des serviteurs du château de Montaigne s'était rendu dans le pays lorsqu'il était jeune et avait séjourné pendant une dizaine d'années chez les Indiens Tupinambas lors de la tentative éphémère d'établir une France antarctique dans la baie de Guanabara, au Brésil. Montaigne possédait également une collection d'objets rapportés des Amériques. Dans le chapitre sur les cannibales, Montaigne indique clairement qu'il préfère le témoignage des gens simples et, selon lui, fidèles à ceux dont ils ont effectivement été témoins au rapport des gentilshommes. Selon lui, le gentilhomme ne présente jamais les choses pures, mais toujours le résultat d'un regard qui masque et déforme ce qu'ils ont vu, commentant et altérant l'histoire pour la valoriser et persuader le public de leur propre interprétation. L'homme simple, sans préjugés et sans le besoin de donner de la vraisemblance à de fausses inventions, pouvait être plus fidèle aux faits. Montaigne, sans le citer explicitement, mentionne son serviteur comme étant un exemple de cet homme simple. L'essayiste dit que ce sont les informations qu'il a fournies qui lui ont le plus plu, car elles étaient fondées uniquement sur ce que cet homme simple savait, sur son expérience particulière
et non sur des spéculations soi-disant universelles. À contre-courant de la plupart des opinions sur les Amérindiens, notamment en ce qui concerne le cannibalisme, Montaigne inclut dans la discussion sur la barbarie le contexte dans lequel ces opinions sont générées. Pour lui, c'est qu'un nombre barbare est ce qui ne correspond pas aux coutumes européennes. L'auteur des essais émet une opinion extrêmement avancée pour son temps. Il considère que les formes de conscience socialement en vigueur impliquent déjà, d'une manière ou d'une autre, une direction de sens pour la production de la connaissance. En termes plus contemporains, nous pourrions dire que Montaigne conditionne la qualité possible des arguments à produire aux critères de vérité établis qui le sous-tendent. Selon lui, la mesure de ce que nous pensons des autres sont les coutumes et les opinions du lieu où nous nous trouvons. Je cite, comme de vrais n'avons d'autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Fin de citation. Le pays dans lequel nous nous trouvons devient la norme par rapport à laquelle nous jugeons tous les autres pays. Je cite Montaigne, là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Fin de citation. Montaigne remet en question les connaissances dérivées de la pensée antique, mentionnant directement Lycurgue et Platon et indirectement les anciens dont les textes ont forgé l'imaginaire européen, jusqu'à ce que la rencontre culturelle avec le Nouveau Monde apporte des nouveautés incompatibles avec l'imaginaire précédent. Pour lui, l'Antiquité n'a pas été capable d'imaginer une ingénuité aussi pure, simple et sans artifice que celle des Amériques. Cependant, celui qui a effectivement vu la réalité américaine, ce n'est pas l'auteur des essais. En effet, outre les serviteurs de Montaigne, ce sont André Thévé et Jean de Léry dont Montaigne s'est approprié les textes qui décrivent le mode de vie des indigènes brésiliens. Montaigne affirme que la raison de la pratique de l'anthropophagie n'était pas de rassasier la faim, mais d'accomplir un rituel de vengeance extrême, à tel point qu'en observant la façon dont les Portugais tuaient leurs ennemis, les Indiens ont trouvé cette façon plus cruelle que la leur, donc plus efficace comme vengeance, et se mirent à l'adopter. L'auteur des essais attire également attention sur le fait que lorsque les Européens jugent le défaut des autres, ils oublient le leur. Ils se réfèrent explicitement à l'expérience européenne de guerre de religion, dans lesquelles la torture et la mort sur le bûcher des voisins et des concitoyens étaient courantes et exécutées au nom de la religion. Montaigne remet en cause l'idée que les barbares sont les autres, faisant allusion explicitement ou implicitement aux Européens depuis l'Antiquité. Il évoque l'épisode du siège de la ville d'Alésia par Jules César, où les habitants se seraient nourris de vieillards, de femmes et d'autres personnes inutiles au combat, ainsi que les atrocités commises en France pendant les guerres de religion contemporaines de l'auteur des essais. Nous savons qu'à part le voyageur français au Brésil et son serviteur, Montaigne s'est aussi informé sur les Amériques par la lecture de Francisco López de Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo et, bien sûr, Bartolomé de las Casas.
Cependant, savoir qui Montaigne avait lu nous intéresse moins que savoir qui a été lecteur des essais. Voyons d'abord ce que l'un de ses plus célèbres lecteurs, Shakespeare, a fait du cannibale de Montaigne. Caliban n'est pas le personnage principal de la pièce de Shakespeare. Le clou du spectacle est Prospero, le duc de Milan et magicien qui est emmené sur une île avec sa fille Miranda. Ils y rencontrent Ariel, esprit de l'air, et Caliban, personnage qui est l'anagramme de Cannibal, fils de la sorcière Sycorax, née en Algérie, d'où elle a été bannie pour des crimes horribles et de terribles actes de sorcellerie. Dès les premières paroles, Prospero présente Caliban de forme négative, alors que Ariel se contente d'obéir à son maître Prospero en échange d'une promesse de la liberté future. Caliban ne répond jamais gentiment. Miranda, la fille de Prospero, le considère comme un voyou qu'elle n'aime même pas regarder, mais son père explique les raisons de les garder près d'eux. Je cite la traduction. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Il fait notre feu, il va chercher notre bois et il rend des services dont nous profitons. Fin de citation. Mais pour Caliban, l'île était à lui, héritée de sa mère. Lorsque Prospero est arrivé sur place, il a flatté Caliban pour qu'il lui montre tout sur l'île, puis l'a réduit à l'esclavage. Prospero, à son tour, justifie l'esclavage par le fait que Caliban a essayé de violer sa fille Miranda. Ce qu'il confirme en disant que si le père ne l'en avait pas empêché, il aurait peuplé l'île de Caliban. Miranda dit que, par pitié du sauvage, elle avait voulu lui apprendre à parler. L'interprétation qu'elle donne à l'activité d'enseigner sa langue à Caliban c'est intéressant. Je cite, « Quand tu ne savais pas, sauvage, ce que tu voulais dire, mais que tu jacassais de forme incompréhensible comme une brute, j'ai douté tes desseins des mots qui le faisaient connaître. » Fin de citation. Selon la fille de Prospero, ce sont les mots qu'elle lui a enseignés qui vont donner un sens aux intentions de Caliban. Autrement dit, c'est l'intériorisation de la langue et de ses significations, les significations du colonisateur, qui va configurer le désir du colonisé, tout comme sa vision de lui-même et du monde. Des siècles après Shakespeare, dans la pièce d'Ernest Renan, Caliban, Suite de la tempête, 1878, la question du langue est encore reprise. Ariel, parce que c'est une traduction française, Ariel y accuse Caliban d'avoir un langage inarticulé, c'est les paroles de Renan, qui ressemble au, je cite, blatèrement d'un chameau de mauvaise humeur. Fin de citation. La langue que Prospero lui enseigne, la langue des Arias, est différente. Je cite, « Avec cette langue divine, la quantité de raisons qui en est inséparable est entrée en toi. » Fin de citation. Après avoir été instruit, Caliban parle, je cite, presque comme un fils de Zaria. Malgré les siècles qui le séparent, ces deux textes offrent un point commun
sur la relation colonisateur-colonisé. La langue du colonisateur est toujours supérieure ou meilleure que celle du colonisé. Au Brésil, la langue indigène était considérée par les colonisateurs comme n'ayant ni foi, ni loi, ni roi, fait, lei, rei, car elle ne possédait pas les phonèmes F, L et R. La foi, la loi et le roi étaient, comme on le sait, trois choses importantes en Europe jusqu'au XVIIe siècle au moins. Et leur absence n'est pas jugée comme une différence, mais comme un manque. Ce qui manque, c'est qu'on suppose être nécessaire à la langue. Ce qui diffère, c'est ce qui pourrait être dans la langue, mais n'y est pas. Considérer ce qui est différent comme un manque est la marque de l'ethnocentrisme colonialiste. Lorsqu'on analyse les accusations portées contre Caliban dans les pièces de Shakespeare et de Renan, on peut distinguer deux axes. Première, la disqualification de la prétendue langue maternelle de Caliban. Seconde, son acquisition de la langue du colonisateur. Selon Miranda, chez Shakespeare, selon Miranda, chez Shakespeare et Ariel, chez Renan, c'est cette acquisition qui a permis à Caliban de se donner un sens rationnel, lire le sens que le colonisateur lui donne et qu'il antériorise comme étant le sien. Aujourd'hui, nous savons que toute langue porte en elle une mémoire de signification et que le projet colonisateur vise à faire prédominer dans les territoires colonisés non seulement sa langue, mais aussi ses significations. Lorsque l'utilisation de la langue extérieure se généralise sur ces territoires, d'autres questions se posent qui servent également à maintenir ou à créer des hégémonies et des subalternités. Dans les réinterprétations de la pièce de Shakespeare, Caliban a représenté la condition du colonisé parce qu'il a été spolié de la terre qu'il tenait pour sienne et qu'il a dû apprendre une langue qui véhiculait des sens justifiant son esclavage, mais qui lui a également permis de maudire ce qu'il avait réduit au esclavage. Le fondateur du poète et essayiste cubain Roberto Fernandez Retamar, écrit en 1971, reste encore aujourd'hui la grande référence pour cette réinterprétation. Il dit, je cite, « Notre symbole n'est donc pas Ariel, comme le pensait Rodor, mais Caliban. C'est quelque chose que nous, le métis qui habitons ces mêmes îles où Caliban a vécu, voyons avec une clarté particulière. Prospero a envahi les îles, a tué nos ancêtres, a réduit Caliban en esclavage et lui a appris sa langue pour pouvoir s'entendre avec lui. Que peut faire Caliban sinon utiliser cette même langue maintenant qu'il n'en a plus d'autre, pour le maudire, pour souhaiter que la peste rouge s'abatte sur lui? Je ne connais pas d'autre métaphore plus appropriée à notre situation culturelle, à notre réalité. Fin de citation. Pour avoir attribué ces sens à Caliban, Retamar peut demander, je cite, « Quelle est notre histoire? Quelle est notre culture si n'est l'histoire, la culture de Caliban? » Fin de citation. Dans cette pièce, Renan, que l'auteur classe parmi le drame philosophique, Caliban est présenté comme un être en forme, à peine dégrossi, en voie de devenir homme, contrastant avec Ariel, fils de l'air, symbole de l'idéalisme. C'est Ariel qui conteste l'argument de Caliban
qui dit être le véritable propriétaire de l'île. Je cite, l'île, dis-tu sans cesse, t'appartenait. Elle t'appartenait de la même manière que le désert appartient à la gazelle, que la jungle appartient au tigre. Fin de citation. Pour en revenir à Renan, dans un contexte sud-américain, l'écrivain uruguayen José Enrique Rodó ajoute d'autres considérations à la pensée du français. Je cite, Renan pense que la conception de la vie dans une société où cet esprit domine s'ajusterait progressivement à la recherche exclusive du bien-être matériel comme bénéfice attendu au plus grand nombre. Selon lui, la démocratie étant l'intronisation des Caliban, Ariel ne peut qu'être le perdant de ce triomphe. Fin de citation. En fait, Rodó a donné en 1900 le titre d'Ariel à son essai le plus célèbre. Rodó y associe Ariel à la spiritualité par opposition à la sensualité des Caliban. Je cite, Ariel, esprit de l'air, représente dans le symbolisme de l'œuvre de Shakespeare la partie noble et laide de l'esprit. Ariel est l'empire de la raison et du sentiment sur les faibles stimuli de l'irrationalité. Il est l'enthousiasme généreux, la motivation élevée et désintéressée dans l'action, la spiritualité de la culture, la vivacité et la grâce de l'intelligence, la fin idéale vers laquelle s'élève la sélection humaine en rectifiant chez l'homme supérieur le vestige de Caliban, symbole de sensualité et de turpitude, avec le ciseau persévérance de la vie. Fin de citation. Notons dans ce passage le dialogue avec Renan, l'être déformé, modélé avec difficulté en voie de devenir homme, s'il est rectifié au ciseau pour enlever les traces tenaces de Caliban, symbole de sensualité et de turpitude, peut devenir Ariel. Les qualités d'Ariel étant souhaitables pour Rodin, il défendait une sorte de hiérarchie morale dans laquelle une partie éclairée de la population serait le guide du reste. Pour lui, l'égalité entre les hommes repose sur la conviction que tous les êtres rationnels sont naturellement dotés de facultés qui les rendent capables de développer leur noblesse. L'État doit fournir à ses citoyens les conditions nécessaires, mais non spécifiées, qui conduiraient au développement de la supériorité humaine. Je cite, ainsi, au-delà de cette égalité initiale, toute inégalité sera justifiée, car elle sera la sanction de mystérieuses élections de la nature ou de l'effort méritoire de la volonté. Fin de citation. Bien qu'il affirme que l'imitation et l'émulation de modèles supérieurs, moraux, sociaux, artistiques, sont importantes, Rodin croit en une sortie d'esprit latent, opposé à l'utilitarisme qu'il associe à l'Angleterre et aux États-Unis. Puisqu'il y aurait dans les Amériques une forte tendance à imiter les États-Unis, cet utilitarisme prendrait une importance indue. L'auteur uruguayen est aussi considérablement victime du nationalisme culturel du XIXe siècle en professant la croyance en un caractère naturel ou une personnalité de la nation qui devait être valorisée et préservée des altérations qui se produiraient s'il y avait l'imitation de l'étranger. Rodin défend une appropriation équilibrée, arguant que la transposition de ce qui est naturel et spontané d'une société à une autre, dans laquelle ce qui est importé n'a pas de racines historiques, équivaudrait à essayer de greffer
un organisme mort sur un organisme vivant. L'auteur uruguayen a été lu au Brésil et Sérgio Buarque de Holanda a publié un article sur Ariel en 1920 dans la Revista do Brasil, où il répudie également l'importation de l'utilitarisme nord-américain chez nous, alléguant que seul, je cite, le développement des qualités naturelles d'un peuple peut le rendre prospère et heureux. Fin de citation. Soutenant la lente d'argumentation de Rodó, Sérgio Buarque de Holanda écrit, je cite, notre desiderandum est la voie que la nature nous a tracée. Elle seule nous rendra prospères et heureux. Elle seule nous donnera un caractère national qui nous fait tant défaut. Le chemin que la nature nous a tracé est celui qui nous mènera à Ariel, toujours plus noble et plus digne que Caliban. Ariel, le génie de l'air dans la tempête de Shakespeare, représente la spiritualité en opposition à Caliban, symbole de l'utilitarisme qui est aussi un sauvage et elle a écrit en anglais, un savage and deformed slave, esclave sauvage et déformé et difforme. Ce point de vue d'Oswald de Andrade sur l'appropriation culturelle dans son manifeste anthropophage, 1928, est tout à fait différent et a été discuté à plusieurs reprises en tant que théorie de la création et de l'appropriation culturelle. João César de Castro Rocha, par exemple, considère que l'anthropophagie doit être comprise comme une stratégie employée dans des contextes politiques, économiques et culturels asymétriques par ceux qui se trouvent du côté le moins favorisé des échanges et des transferts littéraires et culturels. Voyons maintenant quelques aspects de ce manifeste. Montaigne est explicitement cité dans le manifeste anthropophage, mais Oswald de Andrade produit plus de contrastes que des réitérations par rapport aux essais. Tout d'abord, le ton prédominant chez Montaigne est sérieux et celui d'Oswald est humoristique, y compris dans le retraitement des références littéraires. En outre, le manifeste ne forme pas une totalité cohérente et cohésive qui définisse et spécifie un programme littéraire et culturel. Son langage télégraphique et synthétique, employant la coordination plutôt que la subordination, provoque à la fois et invite le lecteur à prendre position. C'est le cas, par exemple, de la paronomase avec le célèbre passage de Hamlet. To be or not to be, that's the question. C'est quand Oswald dit to be, avec un P, or not to be, that's the question. L'altération de la phrase shakespearienne avec l'inclusion de la référence au peuple tupi qui vivait sur la côte du Brésil au XVIe siècle favorise un déplacement de sens par rapport au texte Hamlet. Parmi le peuple tupi se trouvait le Caeté qui dévorait l'évêque Sardinha. La datation du manifeste n'utilise pas le calendrier chrétien occidental dont la référence est la vie de Christ. Au lieu de 1928, Oswald utilise une autre marque chronologique. Je cite, année 374 après que l'évêque Sardinha a été dévoré. Si Montaigne considérait que la mesure de ce que nous pensons des autres sont les coutumes et les opinions du lieu dans lequel nous nous trouvons, il acceptera probablement l'idée que les critères de vérité et de raison formulés dans les pays européens et transférés aux Amériques devraient également subir des modifications dans leur nouveau contexte. Oswald, suivant cet avis, refuse la réitération absolue de ce qui a été reçu
de l'extérieur, en se déclarant, je cite le manifeste, contre tous les importateurs de conscience en conserve, fin de citation, il explique une position analogue à celle de Rodin lorsque l'Uruguayen se dresse contre la thèse selon laquelle il est possible de transplanter les idées, des coutumes et des institutions telles qu'elles existaient à leur origine. Mais il y a une nette différence entre les deux. Rodin croyait à l'esprit latin, mais les Brésiliens, non. Si Oswald explique son intérêt pour ce qui n'est pas à lui dans les manifestes anthropophages, il ne faut pas oublier, comme nous l'avons déjà remarqué dans un chapitre antérieur, qu'il commence également par le mot filiation, le passage dans lequel il mentionne Montaigne. Dans Des cannibales, l'auteur français évoque le chant d'un prisonnier qui va être dévoré et dit à ses ravisseurs qu'en les mangeant, ils mangeront leurs parents et grands-parents qui ont été dévorés auparavant par les prisonniers. Ainsi, l'anthropophagie renvoie également à une affiliation dans laquelle la chair du dévoré a le goût de la famille du dévoreur. Le Brasil Caraïbe a avalé l'Europe, l'a transformée dans son stomac en quelque chose d'autre, différent de ce qui existait sur le vieux continent. D'où l'affirmation que nous n'avons jamais été catéchisés. Les jésuites ont peut-être essayé d'apporter une forme de conscience en conserve de l'Europe aux indigènes, mais Oswald affirme que cela s'est transformé en quelque chose d'autre. Je le cite. Nous avons fait naître le Christ à Bahia ou à Belém do Pará. Fin de citation. Une autre référence importante dans le manifeste d'Oswald de Andrade, c'est Totem et Tabou de Sigmund Freud, écrit en 1913. Dans ce livre, Freud déclare qu'il s'intéresse davantage au tabou qu'au totem, car le tabou serait encore présent dans la contemporanéité, alors que le totémisme est une institution religieuse, sociale, étrangère à nos sentiments actuels. Parole de Freud. Il a été abandonné depuis longtemps et remplacé par de nouvelles formes. Bien que le sous-titre de l'ouvrage fasse référence à un comparatisme entre sauvage et névrosé civilisé, Freud affirme que les différences entre les situations d'un sauvage et celles d'un névrosé sont suffisamment importantes, et je cite, pour exclure une correspondance complète et empêcher un transfert point par point de l'un à l'autre, tel qu'il serait possible si nous avions affaire à des copies exactes. Fin de citation. Freud pense qu'il aurait été inutile d'interroger le sauvage sur les motivations réelles de leur interdit, mais suivant la méthode analytique utilisée pour les interdits compulsifs des névrosés, il propose de reconstituer l'histoire des tabous qui seraient d'anciens interdits imposés au peuple primitif pour éviter certaines actions. Ces interdictions seraient maintenues de génération en génération comme une tradition soutenue par l'autorité paternelle et sociale pour être ensuite psychiquement internalisée. Puis que le tabou le plus ancien concernant la meurtre et le sexe serait présent dans le totémisme, le lien entre les deux commencerait là. Pour Freud,
Le tabou naît de la présence d'un désir dont la satisfaction mettait en péril le groupe auquel le sujet appartient. C'est pourquoi il est interdit de le satisfaire. Le non-respect de l'interdiction peut devenir un danger pour la société. S'il n'est pas puni ou expié par ses membres, les comportements transgresseurs pourraient être imités avec des résultats dangereux. Car si une certaine action est socialement interdite, c'est aussi parce que beaucoup la désirent. Je cite, si les autres ne punissaient pas la violation, ils prendraient forcément conscience qu'ils veulent imiter le malfaiteur. Fin de citation. Pour la définition du totem, Freud cite James George Frazer. C'est un auteur très fameux au principe du XXe siècle, un auteur anglais qui a été traduit au Brésil au Ramo de Ouro, né? E le préface de l'édition brésilienne, c'était de Darcy Ribeiro. Un totem est une catégorie d'objets matériels qu'un sauvage considère avec un respect superstitieux, croyant qu'il existe entre lui et chaque membre de la catégorie une relation intime et tout à fait spéciale. La connexion entre une personne et son totem est mutuellement bénéfique. Le totem protège l'homme et l'homme montre son respect pour le totem de différentes manières. En ne le tuant pas, s'il s'agit d'un animal, et en ne le coupant pas ou en ne le cueillant pas s'il s'agit d'une plante. Contrairement au fétiche, le totem n'est jamais un individu isolé, mais toujours une catégorie d'objets, généralement une espèce animale ou végétale, plus rarement une catégorie d'objets naturels inanimés, très rarement une catégorie d'objets artificiels. Fin de citation. Commentant les cérémonies de mise à mort du totem et de sa dévoration par les membres du clan totémique, Freud se demande pourquoi ces cérémonies incluent le deuil du totem mort, si les hommes sont également heureux et font même une fête de sa mise à mort. La réponse est liée à une identification de dévorer avec le dévoré, de dévoreur avec le dévoré, qui sera renforcée par l'absorption du totem par le membre du clan et expliquerait à la fois le deuil de la mort et la joie du renforcement. Freud procède ensuite à son interprétation psychanalytique. Je cite, la psychanalyse nous a révélé que l'animal totem est en réalité un substitut du père, ce qui explique réellement la contradiction de ce qu'il est normalement interdit de tuer l'animal totem, que sa mise à mort donne lieu à une fête et que l'animal est tué et pourtant pleuré. L'attitude émotionnelle ambivalente qui marque encore aujourd'hui les complexes paternels chez nos enfants et se poursuit si souvent à l'âge adulte, s'est également étendue au père des substitutions, le totem animal. Fin de citation. Freud dialogue avec l'hypothèse du père chef d'un ordre primitif qui expulserait ses fils afin de garder les femmes pour lui. En conséquence, les fils s'uniraient pour tuer le père et le manger. Une fois dévorés, les violents pères primitifs, qui étaient le modèle pour ses enfants et à la fois détestés et craints, le frère incarne sa force et célèbre leur identification avec lui. Freud considère que la commémoration du triomphe sur le père a conduit
à l'institution de la fête du souvenir de la dévoration totémique. Les parricides se répètent avec le sacrifice de l'animal totémique, substitut du père primitif. Mais le totem va aussi devenir tabou. Si les fils cessent le père pour avoir refusé leurs exigences en matière de sexe et de pouvoir, ils aimaient également et l'admiraient. Après avoir matérialisé leur haine dans la mort de leur père, ils ont également libéré leur amour et leur admiration réprimées pendant le meurtre. Pour défaire leur acte, les frères établissent le tabou. Il est interdit de tuer l'animal totémique, substitut paternel, sauf lors le fait où le parricide est répété par le sacrifice de l'animal totémique, dans les occasions où on évoque le bienfait de l'appropriation des caractéristiques paternelles par la dévoration. Si pour Freud, le tabou est dérivé du totémisme, on peut rester perplexe devant l'affirmation du manifeste anthropophage. Je cite, la transformation permanente du tabou en totem. Fin de citation. Oswald de Andrade proposerait-il de remplacer le tabou, l'interdiction de tuer l'animal totémique substitut du père, par une nouvelle totémisation symbolique du père? Quelle serait, je cite les manifestes, la lutte entre ce qu'on appellerait l'incréé et la créature, illustrée par la contradiction permanente de l'homme et de son tabou? Quel serait ça? Après avoir dévoré le père européen, à la fois craint, aimé et admiré, on a créé le tabou, mais pas tuer l'animal totémique, substitut du père européen, sauf lors l'occasion rituelle. En mettant le tabou en échec, la possibilité d'une nouvelle totémisation s'ouvre, qui ne placera pas forcément à la créature européenne en figure paternelle. L'absorption de l'ennemi sacré pour le transformer en totem, comme proposent les manifestes, n'implique pas de placer comme le père c'est la loi, la norme, le pouvoir, n'implique pas de placer comme le père, de l'accepter dans les termes dans lesquels cet ennemi sacré se présentait auparavant. Autrement dit, il ne s'agit pas de légitimer ce père européen en tant que totem et d'interdire son meurtre, mais plutôt de partir du tabou vers une nouvelle totémisation. Pour la produire, il faudrait bien sûr une nouvelle dévoration dont la transformation dans les estomacs des anthropophages engendrera la création d'un nouveau totem. Il est bon de rappeler la déclaration de Freud concernant le mythe chrétien. Si le péché original était une offense à Dieu, le Père, racheté par le Christ avec sa propre vie, alors ce péché devrait être la meurtre du Père. Dans les manifestes anthropophages, cependant, nous remarquons l'absence de quelque chose qui est présent dans la pensée de Freud et de ses contemporains, la culpabilité. Si la vengeance, incluse par Montaigne dans la liste des motivations de l'anthropophagie, est explicitement mentionnée, tout comme l'absorption des qualités de l'ennemi dévoré, il n'y a aucune mention de culpabilité pour la meurtre dans les manifestes anthropophages. L'énumération de péchés du catéchisme, ce sont les paroles d'Oswald de Andrade, l'envie, l'usure, la calomnie, la meurtre, est présent comme une anthropophagie avilissante, paroles de Oswald de Andrade, comme une anthropophagie basse.
Chez Freud, la loi du père impliquait la culpabilité de l'avoir tué et dévoré, mais aussi la célébration d'une affection rappelée en cérémonie et sa perpétuation en tant que totem, avec la création de tabous qui codifieraient les interdits hérités du père. Si la mort du père signifie l'installation de la figure paternelle chez les filles et la légitimation de la morale du patriarcat, nous pourrions évoquer le raisonnement élaboré par Freud dans sa lettre à Romain Rolland. Et après y avoir fait état de son malaise être allé à Athènes, je vais répondre ça. Après y avoir fait état de son malaise d'être allé à Athènes, un lieu où son père n'est jamais allé, Freud associe ces malaises à un sentiment concomitant de culpabilité et de satisfaction d'être allé plus loin que son père. Je cite, il semble que le sens du succès soit d'être allé plus loin que son père et que dépasser son père soit encore quelque chose interdit. Fin de citation. Oswald de Andrade, cependant, n'indique pas ce type de dépassement qui signifierait finalement donner une continuité à la figure paternelle, mais il donne une autre alternative, le matriarcat du Pindorama, en introduisant la figure maternelle. Notons que la théorisation du 19e siècle sur le matriarcat, faite essentiellement par des hommes, bien sûr, comme celle de Johann Jakob Bachhofen, cité par Freud, considère que le matriarcat a précédé le patriarcat. Oswald semble donc, aux yeux de cette théorisation, proposer un retour, non seulement en ce qui concerne l'évolution l'évolution imaginée du totem au tabou, mais aussi concernant la structure sociale du patriarcat au matriarcat. Qu'y avait-il de différence dans le système matriarcal? Pour commencer, on n'était pas sûr de qui était le père, mais seulement de qui était la mère. C'est donc à elle que l'on attribuait l'origine de l'enfant. Il ne s'agit donc pas de remplacer le père européen par un fils local qui répéterait en quelque sorte le nom du père en gardant la structure sociale autour de paterfamilias. Même si l'on imaginait aller au-delà de ce que le père a été. Il s'agit plutôt d'une altération structurelle, du remplacement du patriarcat par le matriarcat de Pindorama. C'est peut-être là un point crucial du propos du manifeste anthropophage qui mérite que nous lui accordions aujourd'hui la plus grande attention. Parvenus à la fin de notre parcours, nous pouvons dire que la circulation littéraire et culturelle du cannibale par les auteurs européens et latino-américains a généré une productivité de signification qui ne peut être comprise que si nous la mettons en corrélation avec diverses conjonctures liées et moments historiques. Merci. Merci beaucoup, Joby, pour cette conférence d'ouverture. Je laisse donc la place maintenant à des questions. On a un petit peu de temps pour faire un échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant pour pouvoir échanger. Voilà. Oui, c'est pas vraiment une question. J'ai juste pas, comme je connais pas bien le sujet, j'ai pas très bien compris justement la figure du père dans l'anthropophagisme de Oswald de Andrade dans le manifeste anthropophage. Donc c'est une espèce de remise en question, c'est ça, de la figure. J'ai juste pas très bien compris ce point-là.
Bien, la figure du père. Ixi, pas de problème. La figure du père est normalement associée à l'Europe. Mais comme j'ai démontré ici, ce n'est pas le cas dans les manifestes anthropophages parce que le père est compliqué ici. Il a d'autres références, spécialement les références au matriarcat. Et c'est une autre structure dont le père n'est pas important. L'important, c'est la mère. OK? Merci à vous pour votre question. S'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Ce qui est intéressant avec le manifeste, en fait, c'est qu'il s'approprie des références, il les absorbe. Et vous avez aussi fait ce travail de relecture des références appropriées. Donc, ça peut être un espèce de travail infini, en fait, auquel il invite, le manifeste. C'est une question qui revient souvent maintenant, c'est comment, d'une certaine façon, ce qu'on peut critiquer maintenant dans l'appropriation culturelle, comment le manifeste il peut résister à ça. Comment le manifeste à ça. Ah, comment il peut résister à la critique de l'appropriation culturelle qu'on lui fait, que Brigitte a déjà travaillé, mais en même temps qui se repose à chaque fois qu'on relit les relectures du manifeste. Est-ce qu'il peut résister à ça? Quelle réponse, quelle lecture du manifeste on pourrait faire pour qu'il ne soit pas accusé de cela ou qu'il puisse répondre de manière satisfaisante à cette accusation, en fait. Au fait qu'en quelque sorte, je ne sais pas si je me trompe, mais il faudra arrêter de le relire. Parce que, enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais c'est un problème. Enfin, c'est un problème, c'est une vraie question en ce moment. C'est vrai. Bien, le manifeste, il n'est pas un texte qu'on pourrait dénommer académique, c'est-à-dire il n'a pas un argument raisonné avec un commencement et un fin. Et je crois que ça est au même temps sa force et sa faiblesse, parce que il sera possible de les relire infiniment parce qu'il n'est pas fermé. Et donc, j'ai pris un grand nombre de références ici. Ben, sera possible d'avoir autres références que je n'ai pas nommées ici. Mais seulement par ces références, c'est possible de voir que c'est une question très complexe et que, au même temps, on peut référer à des faits du moment historique où le manifeste a été écrit. Freud, c'était du moment, Backhofen, Fraser, ce sont des auteurs qui ont été lus et qui ont été importants à ce moment-là. Mais il y a des choses qui sont présentées comme des options en ouvert qu'il n'a pas développé dans les manifestes. Par exemple, matriarcado de Pindorama, le matriarcat de Pindorama. Ça n'est pas développé, mais c'est une idée très intéressante, spécialement si on considère ces moments-là.
OK. Merci à vous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation et conférence. Et on va, à chaque fois qu'on réunit, on va la modernité, mais presque la post-modernité. Dans l'idée, comme tu viens de dire, c'est-à-dire c'est ouvert. C'est-à-dire l'idée qu'on a de post-modernité, après c'est très complexe, l'idée de post-modernité, cette ouverture. Donc les modernistes, ils ont ouvert cette possibilité infinie de repenser et d'ouvrir, ouvrir. Donc c'est presque, voilà, je suis en train de lire Lisa Houston, et elle dit, elle fait cette pensée, la post-modernité par rapport à la modernité, cette idée d'ouverture constante, infinie. On ne définit pas une identité, on est en train de, en réalisant et en écoutant ta conférence, on a cette impression. Post-modernisme, c'est ça. Et je pense, par exemple, dans les Monkey Beach, par exemple. Monkey Beach, c'est le mouvement des années 90. C'est encore les modernismes, c'est une possibilité. Ça ouvre une possibilité infinie. Jamais fermé, comme tu as dit, c'est ouvert. Et en transition, en train de, une identité en train d'aller vers quelque chose. C'est une ouverture incroyable, je trouve. D'accord, Alberto. Concernant la question de l'appropriation culturelle, je ne sais pas, moi, chaque fois que je relis le manifeste, ce qui me saute aux yeux, c'est surtout la question du recul, de la mise en distance, de la parodie, Voilà, moi, c'est ça qui m'apporte aujourd'hui un drame, je crois. C'est voilà, c'est cette vraiment mise à distance et de parodie, de soi, de parodie. Je ne sais pas, tu disais, je pense que tu as démarré ta communication en parlant de ce côté vraiment plus. Le terme que tu as utilisé, pas moins sérieux que Marc Andrade, mais un côté plus. Voilà, quoi. Déjà avec plus un regard distancié et ironique. C'est vrai que non, en fait, quand je pensais à la question de Macunaïma, mais c'est vrai que d'une certaine façon, il a réussi sans le vouloir, mais il n'est pas en but, un peu quand même, à cette critique qui a été adressée à Mario Bern. Mais non, voilà, parce que je pense qu'il est. Et pourtant, le texte de Mario, il est aussi très, très ouvert, il mêle des tas de choses différentes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un texte très compliqué, parce que moi, c'est vrai que je ne me suis pas intéressée, mais cette histoire du père, avec la référence à Freud, moi, j'ai lu Matriarcat, je me suis dit, ok, c'est contre le patriarcat, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Ouais. C'est toujours, il n'y a pas de binarisme, en fait. C'est toujours. Justement, la dernière phrase, elle est extraordinaire. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucuras, sem prostituições e sem penitenciários do matriarcado de Pindorama. Justement, voilà. Je pense que c'est un éloge. Le matriarcat de Pindorama. C'est ça. Je vous invite à terminer la discussion, à continuer la discussion autour d'un café. On fait une petite pause café, on reprend à 11h avec donc, la prochaine conférence de Marie-Elisabeth Chavina. Okay. Merci beaucoup. Merci.